tout tous, le monde. bienvenue pour nos e-rendez-vous de la filière cardiogène qui sont co-animés par des experts professionnels et puis des associations de patients. Aujourd'hui, nous traitons de l'éducation thérapeutique avec un médecin, le docteur Fanny Bajol, cardiologue à l'hôpital Necker, de Madame Clotilde Devers pour les parents experts formés en ETP, et enfin Madame Anne-Cécile Granger, chargée de mission dans la filière cardiogène, qui ouvrira sur l'innovation avec l'IETP. Donc, je vais modérer cette session avec Madame Agnès Farrugia de l'association, directrice de l'association de patients contre l'amylose. Vous aurez déjà la possibilité de poser vos questions via le chat et on vous recommande de maintenir vos micros fermés pendant toute la session. Et donc, entre chaque intervention, nous traiterons d'une question et nous ferons un débat complet à la fin avec les questions qui restent. Donc, on va pouvoir attaquer avec Madame le docteur Fanny Bajol. Pour qui, pourquoi et comment l'ETP? Bonjour à tous, donc je suis effectivement cardiologue, mais la particularité c'est que je suis cardiopédiatre, donc je m'occupe exclusivement d'enfants avec des malformations cardiaques et je vais donc essayer de vous parler aujourd'hui de ce qu'on arrive à faire sur le terrain en partant de ces fameuses règles fixées par la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne l'éducation thérapeutique et essayer de vous montrer que éduquer des parents d'un jeune bébé de quelques mois ou un enfant d'âge scolaire ou une adolescente bientôt adulte, il y a bien sûr beaucoup de choses sur lesquelles il faudra s'adapter. Donc le cadre réglementaire de l'éducation thérapeutique, il date maintenant de 2009 et il nous dit que l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient et qu'elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie, mais aussi la qualité du traitement. Ces programmes d'éducation, ils sont conformes à un cahier des charges national qui est défini par le ministère de la Santé et ils vont être mis en œuvre au niveau local après l'autorisation des agences régionales de santé et elles vont donc donner lieu à une élaboration d'un programme personnalisé. Quand on regarde les définitions de l'éducation thérapeutique, ça date maintenant de 1998, vous voyez, et donc l'éducation thérapeutique du patient, elle devrait permettre aux patients d'acquérir et de conserver les capacités et les compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur maladie. Cette éducation, elle va viser à aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie, le traitement, à coopérer avec les soignants, et on va en parler longuement, vivre plus sainement et améliorer la qualité de vie, on l'a dit. Et quand on réfléchit à ce processus, eh bien, on s'aperçoit que c'est quelque chose de permanent qui doit être intégré dans le soin et qui va être centré sur le patient. Et même si cette définition est très bonne, on a essayé de proposer sur l'idée originale du professeur Jourdain, qui est cardiologue à Paris, cette définition qui nous parle beaucoup et on essaye de la faire vivre aux patients, que l'information va laisser le patient passif alors que l'éducation va le rendre acteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va être au centre du soin en collaboration avec nous les soignants, mais l'idée c'est qu'il va être compétent pour être en sécurité et aussi bien dans sa vie. Donc, comment ça marche, il suffit d'aller sur Internet et sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous allez avoir tout décrit, comment monter un programme, comment le faire valider, comment le faire perdurer. Et donc, il y a des guides méthodologiques qui vont faire qu'il y a un circuit d'autorisation d'un programme. On ne peut pas faire d'éducation thérapeutique comme ça. C'est très réglementé et donc il va falloir formaliser et structurer un programme au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas un médecin, une infirmière ou une psychologue, c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit monter ce programme et que les choses sont claires sur le fait qu'il faut être formé à cette discipline. Et vous voyez qu'on demande plus de 40 heures pour les soignants, mais également pour les patients experts qui vont participer à ces programmes et que depuis quelques mois maintenant, on demande également une formation des coordonnateurs de programmes d'éducation thérapeutique, là aussi d'au moins 40 heures. Et donc, une fois qu'on a monté ce programme, on va demander son autorisation en respectant ce fameux cahier des charges et évaluer de façon annuelle pour rendre une évaluation quadriennale pour savoir si ce programme peut être maintenu par l'ARS, parce qu'encore une fois, il doit être autorisé pour être mis en place.
Donc, quand on regarde de façon un peu plus fine les objectifs d'une démarche éducative, on va devoir faire un diagnostic éducatif, c'est un drôle de mot. Eh bien, répondez tout simplement, quand vous êtes soignant dans un programme d'éducation, face à un patient, en cherchant à savoir ce qu'il a, c'est-à-dire que c'est son état de santé, l'histoire de sa maladie, ce qu'il fait, par exemple sa situation familiale, ce qu'il sait de sa maladie, des conceptions de la santé, ce qu'il croit, bien sûr que les croyances vont être importantes à identifier, ce qu'il ressent vis-à-vis de sa santé ou de sa maladie et ce dont il a envie. Et une fois que vous répondez à toutes ces questions, vous aurez un diagnostic éducatif complet qui va permettre d'élaborer un programme qui va être personnalisé, structuré et formalisé, c'est-à-dire qu'il va être centré sur le patient, où il y aura des priorités d'apprentissage, des objectifs thérapeutiques et des compétences à acquérir. Et vous voyez sur cette photo que les compétences à acquérir pour cet enfant de 6 ans vont être différentes de celles qu'on va demander aux parents en termes de sécurité. Et c'est donc ce programme, avec ces objectifs, qui va être défini. Une fois que celui-ci est mis en place, on va planifier et mettre en œuvre les séances qui vont être individuelles ou collectives par du personnel, on l'a dit, formé et multiprofessionnel. Et vous voyez sur cette image une psychologue du travail qui recevait un groupe d'adolescents afin d'essayer d'identifier avec eux des projets professionnels. Et donc, on va utiliser des méthodes d'apprentissage adaptées, on va créer des contenus et mettre en place ces séances. Et puis, bien sûr, évaluer les compétences qui vont être acquises au cours de cette éducation thérapeutique, mettre en place un vrai déroulement de programme et faire un point avec le patient pour adapter son offre d'éducation et mettre en place le suivi. Et on va, ce qu'on appelle, faire des séances de renforcement et on verra la place des associations de patients dans ce cadre-là. Eh bien, on voit ici une espèce de boucle qui va revenir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura évalué, on va repartir pour améliorer le diagnostic éducatif et à nouveau faire cette boucle du processus permanent dont je vous ai parlé, qui est centré sur le patient. Comment tenir sur la durée quand on voit la charge de travail aujourd'hui hospitalière? Une équipe indispensable, on ne fait pas de l'éducation thérapeutique seule, donc un médecin, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, tout ça est le cœur du programme, on va dire sur le plan hospitalier quand c'est à l'hôpital, et puis bien sûr des patients, pour nous, des enfants et leurs parents. Et c'est donc cette équipe qui va consentir, parce qu'il y a un consentement à faire signer pour être éduqué au sens d'éducation thérapeutique, consentir à travailler ensemble pour sortir de l'hôpital, si on commence l'éducation en phase aiguë hospitalière, retourner à l'école, et puis instaurer ce suivi qui peut être par téléphone, par mail, toutes les possibilités aujourd'hui sont possibles pour que justement ce processus se maintienne après le retour à domicile. Et avec l'épidémie de Covid, on a bien sûr développé d'autres outils du fait de l'éloignement et on a maintenant une plateforme d'éducation qui sera disponible très prochainement sur Internet, avec bien sûr toujours aujourd'hui du retour au présentiel, c'est-à-dire que les patients doivent venir à l'hôpital, on doit continuer, et vous le voyez sur cette image, à interagir avec eux et à ce qu'ils puissent rencontrer leurs pairs, parce qu'ils disent qu'un des grands bienfaits de l'éducation thérapeutique collective, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes maladies, les mêmes difficultés ou les mêmes facilités et de partager tout ça au sein des séances d'éducation thérapeutique. Si on regarde les bénéfices de l'éducation thérapeutique, quand on est observé par des chercheurs en sciences de l'éducation, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une réelle coactivité, une co-construction lors des suivis des familles pour ce qui est de la pédiatrie, parce qu'on interagit entre soignants et familles, et que les patients nous disent et le vivent, vont intérioriser progressivement le questionnement fait par le professionnel de santé pour le faire leur, et que petit à petit, ils vont se sentir de plus en plus compétents dans le suivi de leur maladie. Et on voit aussi que les incertitudes, mais aussi les malentendus dans le dialogue, vont être des occasions d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on parle d'un traitement qu'il faut suivre à domicile, eh bien le fait de se tromper parfois de dose, au lieu de le critiquer, on va en faire une force parce qu'on va apprendre de ses erreurs et de ce fameux malentendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que l'échange en éducation thérapeutique est une situation, ce qu'on appelle potentiel de développement, qui va permettre d'enrôler le patient dans son processus d'éducation du fait de la rencontre singulière, parce qu'on prend le temps d'échanger et d'écouter le soignant ou la famille et encore une fois de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Donc en conclusion, je dirais que l'éducation thérapeutique est une question de posture
médicale, mais bien sûr aussi paramédicale, que c'est une nouvelle relation avec le patient où on va créer un vrai partenariat et développer et surtout entretenir cette relation de confiance qui est indispensable entre un soignant et son patient. Qu'aujourd'hui, clairement, en tout cas, ça aide le médecin parce que le patient est beaucoup plus capable de s'autogérer, il est en sécurité, il est autonome, et que ça donne une nouvelle place à ces infirmières dans le parcours de soins parce qu'elles vont coopérer autant avec le médecin que les familles pour que justement les patients se sentent bien dans leur vie et vivent bien avec leur maladie. Il y a donc un double intérêt pour le soignant, mais aussi pour le patient, qu'en pratique, une fois qu'on a fait l'éducation de base en hospitalisation, la consultation traditionnelle peut intégrer totalement une dimension d'éducation thérapeutique et que ça ne prend pas tant de temps que ça. Et qu'on est en train de regarder, mais on pense que ça pourrait améliorer ce qu'on appelle le niveau de littératie. C'est un nouveau concept en éducation thérapeutique dont on parle beaucoup aujourd'hui. La littératie, c'est quoi? C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information, qu'elle soit écrite ou autre qu'écrite, dans la vie courante, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Et donc, quand on voit ces jeunes enfants qu'on a parfois connus quand ils avaient quelques jours, eh bien, on se dit que probablement l'éducation thérapeutique va les accompagner vers l'âge adulte et favoriser leur autonomie. Et quand vous voyez ces autres adolescents qui sont aujourd'hui quasiment à l'âge adulte et tous dans un parcours d'éducation thérapeutique depuis plus de 10 ans, quand on les interroge, on voit qu'ils ont aujourd'hui une espèce de bien-être malgré leur maladie très grave parce qu'ils se sentent maîtres des choses et investis parce on leur fait confiance. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on doit à nos patients et qu'un patient éduqué est un patient probablement bien plus en sécurité qu'un autre patient. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fanny. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, je n'en vois pas pour l'instant. En revanche, moi, j'ai du coup une question pour vous. On voit à quel point c'est important et en fait, en particulier pour les enfants, puisque finalement, vous êtes obligé de refaire en fonction de l'évolution et de l'âge qui avance. Comment faites-vous entre la formalisation de l'ETP qui demande quand même du temps et de l'énergie et le temps disponible des soignants pour gérer cette quadrature du cercle? C'est la grande question, et tous ceux qui font de l'éducation thérapeutique le savent. Peut-on ou doit-on prendre le temps? La réponse est oui. Si on prend le temps de faire l'éducation thérapeutique avec tout le manque de disponibilité qu'on a, mais oui, il faut prendre le temps, je dirais au moment de l'hospitalisation, parce que souvent ça commence comme ça, en tout cas pour nous en pédiatrie, et créer un réseau. C'est-à-dire que probablement beaucoup de soignants qui ont fait l'éducation thérapeutique, et pour ce qui concerne les médecins, ont fait ça seuls au début. Et en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est capable de transmettre des compétences aux patients, en fait, on est capable de transmettre ces compétences aux équipes. Et comme je le dis, quand on fait une séance d'éducation, même informelle avec une famille, et qu'on emmène l'infirmière ou même l'aide-soignante du patient avec nous, eh bien, les choses qui vont être dites, ces fameux échanges, cette rencontre singulière, elle va être portée après, sans forcément que les gens se rendent compte, sur des questions qui vont revenir une fois que le médecin sera parti. Et puis après, on est obligé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache si ce qu'on a pensé transmettre a été réceptionné, et donc réussir à prendre du temps. Et c'est du temps gagné, tout le monde le sait, c'est-à-dire que le temps qu'on va gagner, qu'on va donner au départ, il va être gagné parce que, comme on l'a dit, le patient est en sécurité, dans une grande autonomie, qui fait que tout compte fait, il va nous faire gagner du temps. Et donc, il faut lutter, continuer à prendre le temps, peut-être faire d'autres choses différemment, mais en tout cas, c'est une expérience qui est d'une richesse et qui fait qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'éducation thérapeutique, on ne peut plus faire autrement. Merci pour votre réponse. Patricia, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je ne crois pas. J'en ai mis une, j'en ai formulé une, mais je pense qu'on la traitera tout à l'heure peut-être. Comme ça, on va enchaîner avec Madame Clotilde Devers qui va nous parler du parent expert formé à l'ETP. Et puis, tout à la fin, on reviendra sur l'ensemble des questions. Alors, est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, c'est bon. Oui. Donc, bonjour à tous. Alors, donc, je suis Clotilde, je suis maman d'une petite fille qui est née avec une malformation cardiaque et je suis bénévole de l'association Petit Cœur de Beurre depuis 2017. Je suis aussi infirmière en cours de spécialisation. Voilà, donc de février à juin 2021, j'ai participé à la première formation de parents experts et je vous remercie de me permettre de témoigner. Cette formation, elle a été... Alors, est-ce que ça va passer? Oui. Voilà, cette formation, elle a été sous l'impulsion de l'association de patients La Vie par un fil. Et donc, c'est une formation de parents experts qui nous a été proposée. On était 12 représentants, enfin parents et représentants d'associations qui se consacrent à différentes pathologies. Donc, c'était vraiment très varié. Alors, bien sûr, je vais vous le dire après, le but, c'était vraiment de pouvoir développer des connaissances et des compétences au sujet de l'éducation thérapeutique. Mais au départ, c'est vraiment une formation qui a été très enrichissante, qui nous a permis rapidement de voir qu'on avait beaucoup de points communs, même si on n'était pas parents d'un enfant avec la même pathologie. Les points communs qu'on pouvait vivre au quotidien, la complexité de la prise en charge et du parcours de soins, par exemple, la lourdeur de la gestion de la maladie et l'impact de la charge mentale et émotionnelle. Enfin, des tas de choses comme ça où on s'est dit, effectivement, au départ, voilà, ce n'est pas les mêmes associations, ce n'est pas les mêmes pathologies, mais il y avait vraiment un sens, en fait. Et donc, face à ces difficultés quotidiennes, de nombreux parents développent des capacités d'adaptation, d'observation et d'expertise, en fait, afin de donner à leur enfant la meilleure qualité de vie possible. Et reconnaître l'expertise de certains parents permet de transmettre des savoirs et de témoigner des expériences vécues aux familles concernées, aidants familiaux ou aux professionnels de santé. Ceci dit, ça nécessite vraiment une approche adaptée. Et c'est pour ça que la formation est hyper importante. Inspiré du patient expert, donc aujourd'hui largement reconnu, je pense que vous connaissez ce qu'est le patient expert. Donc c'est une personne atteinte d'une maladie chronique qui a développé au fil du temps une connaissance fine de sa maladie et dispose ainsi d'une réelle expertise dans le vécu quotidien d'une pathologie. Elle a acquis et développé des connaissances expérientielles et médicales et souhaite intervenir comme personne source pour les autres. Donc, c'est vraiment cette notion de père aidant, en fait. Et donc, plus concrètement, la formation de parents experts, donc là, c'était la première version. Je crois que depuis, peut-être qu'Anne-Cécile pourra nous le dire, il y en a eu beaucoup d'autres et voilà, ils ont dû, je pense, peut-être améliorer ou changer des choses. Mais donc, c'est une formation en ligne qui est validante, c'est-à-dire qu'on parlait d'une formation de 40 heures pour l'éducation thérapeutique, elle en fait partie. Elle alterne des séquences de e-learning, des modules interactifs en visioconférence et puis pour les nouvelles promotions, on va dire, ils se rencontrent au moins une fois pendant la formation. Les participants sont formés sur leur temps personnel et les intervenants sont spécialisés dans le domaine de l'éducation thérapeutique du patient, de la psychologie ou encore de l'univers des maladies rares. Donc là, je vous ai mis un petit peu les compétences et connaissances qui sont mobilisées lors de cette formation. Donc, des compétences de soutien et d'entraide, des connaissances sur les droits, les aides mobilisables par les parents pour la gestion du handicap de leur enfant, les spécificités du parcours de soins des enfants, notamment la période de transition, la capacité à témoigner et prendre du recul sur son propre vécu et sur les expériences difficiles d'autres parents, la connaissance des fondamentaux des programmes d'éducation thérapeutique du patient, bien sûr. Voilà, donc je vous l'ai dit, ça a été très, très riche de pouvoir partager avec tous ces parents. Ça a permis d'identifier des problématiques communes à des pathologies rares, mais très diverses, comme la responsabilité des soins à domicile, l'absence de coordination entre les différents soignants parfois, les problèmes d'adaptation ou d'accessibilité à l'école, ou encore la difficulté à faire subir à nos enfants des soins invasifs ou douloureux sans forcément d'accompagnement.
L'enjeu de l'éducation thérapeutique à destination des parents doit être double, puisqu'elle concerne à la fois l'acquisition des compétences des parents, mais également celle de l'enfant qui devra à terme lui-même être acteur de son parcours de soins. La valorisation du parent expert est donc primordiale pour avoir une réflexion collégiale et cohérente avec les équipes soignantes, permettant de mieux comprendre le quotidien des familles et d'améliorer le parcours de soins des enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout un père aidant face à qui la parole peut se libérer plus facilement que face à un médecin ou à une infirmière. Moi, pour ce qui est de mon retour personnel, voilà, je l'ai dit, ça a été très riche. Malgré tout, parfois, j'ai eu du mal à me positionner dans un groupe, alors peut-être de par ma profession, mais où les expériences négatives relataient une médecine un peu révolue. Et le manque de prise de recul de certains, voilà, ça m'a parfois questionnée. Ma vision, c'est que l'implication du parent expert dans un programme d'éducation thérapeutique ou dans des interventions dans des formations de soignants est vraiment l'occasion de mettre en place un partenariat parent-patient-soignant. Voilà, donc moi, ça a suscité chez moi un réel intérêt, de par ma profession en plus, donc j'envisage de poursuivre dans mes acquisitions, peut-être par un diplôme universitaire. Mais en réalité, en tout cas pour l'instant, mon statut de parent expert, il a souvent été difficile à mettre en place, notamment parce qu'il n'y a pas de reconnaissance auprès de nos employeurs. Et que j'ai souvent été sollicitée, mais je n'ai pas pu répondre à ces sollicitations parce que je ne pouvais pas dégager de temps, en tout cas au niveau voilà, de mon employeur. Donc, c'est encore un statut qui est très, très mal reconnu. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Vous êtes parent expert, il y a aussi le cas du patient expert. Est-ce que du coup, peut-être que ça serait plus facile pour quelqu'un qui est directement concerné par la maladie de se libérer du temps, comme vous dites, parce que justement, il est patient et c'est lui qui est porteur du problème? Alors, je ne sais pas si le docteur Pachol peut nous aider ou si Anne-Cécile peut nous aider là-dessus. Je ne sais pas si au niveau des employeurs, il est possible d'avoir un congé. Moi, en tout cas, j'ai fait des recherches et ce n'était pas possible. Il fallait que je pose des congés pour pouvoir me libérer du temps. Je pense que malheureusement, il y a encore voilà, beaucoup de concepts qu'on développe et bien sûr que le patient expert, le parent expert pour ce qui est de la pédiatrie semble un maillon de la chaîne indispensable parce qu'il a un recul différent et pour répondre aussi à votre question, le fait que le parent ne soit pas malade apporte probablement aussi d'autres choses. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temps dédié parce que quand on est infirmière, on n'arrive déjà pas à avoir de temps pour faire des formations, ou en tout cas très peu. Donc, aller donner du temps à d'autres, en dehors d'un employeur qui aurait cette ouverture d'esprit, je pense que c'est encore beaucoup de choses sur du temps personnel. Et c'est ça qui fait la motivation des gens qui font de l'éducation thérapeutique, c'est qu'on ne peut pas en faire s'il n'y a pas de motivation intense. Parce que même si on dit que c'est dans le parcours de soins, même si c'est l'OMS qui l'a décrit, même si l'HAS la réglemente, elle est encore malmenée, l'éducation thérapeutique. Du coup, Fanny, vous posiez la question aussi si Oui. Clotilde faisait de l'éducation thérapeutique dans son quotidien d'infirmière. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous n'avez pas fait la bascule? Non. Alors, ça a suscité chez moi peut-être autre chose parce que là, je suis en cours de spécialisation en tant qu'infirmière puéricultrice. Et je pense que cette formation, elle a certainement déclenché des choses, mais j'en faisais pas et pour l'instant, j'en fais pas. Mais à venir, oui. La pédiatrie est un monde où l'éducation thérapeutique est probablement présente sans que les gens s'en rendent compte. Parce que comme je dis, quand on rentre dans une chambre,
si les enfants ne posent pas de questions, il y a 2 personnes qui nous posent des questions, et poser des questions, c'est donc apprendre et s'approprier les choses. Donc, je crois que la spécialisation de puériculture est déjà une démarche d'éducation thérapeutique, Clotilde. Je crois qu'on a pas mal de questions dans le chat. Peut-être, Patricia, on les garde pour la fin. Oui, Vous en pensez? oui, je pense qu'on va enchaîner avec la présentation d'Anne-Cécile Granger, peut-être qui va ouvrir sur l'innovation en IETP, et ensuite on ira librement dans les questions. À toi, Anne-Cécile. Merci Patricia, merci à tout le monde d'être présent. Donc, je suis Anne-Cécile Granger, chargée de mission pour la filière cardiogène. Moi, je vais du coup vous parler, vous expliciter un petit peu de ce nouveau aussi, nouvelle pratique qui est effectivement le versant numérique, qui va s'appuyer sur effectivement le cahier des charges que Fanny vous a bien décrit en début de session. Donc, le cahier des charges de l'éducation thérapeutique et donc de ces outils maintenant qui se développent grandement et qui voilà, vient créer un espace supplémentaire et je dirais même complémentaire à l'éducation thérapeutique plus classique en présentiel. Alors, en quoi ça consiste véritablement? On est bien entendu calé sur le même cahier des charges, structuré des programmes d'éducation thérapeutique. Les programmes sont déclarés à l'ARS. Les équipes en général sont donc motivées, investies et formées. Et puis là, finalement, on se rend compte que dans la durée, dans les parcours de soins qui sont longs dans la maladie chronique, et ben, cet espace, cette mise en place des actions et pouvoir proposer des services qui sont pour toujours accompagner le patient et son entourage dans son parcours de soins, ben, sont finalement intéressantes et à déployer. Donc, l'IETP, c'est quoi? C'est différentes, ça prend différentes formes en fait. Hein. C'est vraiment penser sur les besoins des équipes, les besoins des patients, un public cible bien identifié. C'est important de savoir à qui on s'adresse pour pouvoir bien adapter les outils qui vont être digitalisés, numérisés. Donc, ça peut prendre la forme exactement de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire des séances d'ateliers qui vont réunir des patients et leurs familles avec des thématiques bien identifiées. Et là, on va aller chercher de l'interactivité avec effectivement toujours cette réflexion sur de la pédagogie interactive pour mieux comprendre, mieux connaître sa maladie, la gestion des traitements. Et ça va pouvoir effectivement être proposé à tous les publics. Ça peut être aussi des supports, des outils qu'on connaît bien en éducation thérapeutique, comme des jeux, des quiz, des petites vidéos, qui vont pouvoir être effectivement formalisés et accessibles facilement aux usagers. Alors, moi, j'ai tendance maintenant vraiment, et c'est un point que j'aime bien vraiment approfondir, c'est que ça vient en complémentarité, hein, souvent l'ETP numérique, d'une éducation thérapeutique déjà en présentiel. Hein, donc, le facteur humain et la posture, comme décrivait bien Fanny, est importante. Mais voilà, au final, avec cette possibilité de créer des parcours encore plus personnalisés et puis d'être toujours sur de l'interactivité en limitant des contraintes de déplacement et donc de temps. Voilà, donc c'est un objectif qui perd, en tout cas sur l'éducation thérapeutique numérique, pour les professionnels, les patients et les aidants, c'est de disposer d'un arsenal de services, de clés pour agir sur le long terme dans effectivement les spécificités de chaque parcours éducatif. Alors, moi, j'y vois maintenant avec la mise en place de l'accompagnement, de la mise en place sur plusieurs formats d'outils digitaux en éducation thérapeutique, pas mal de bénéfices. Finalement, comme on le décrit depuis le début, il faut tenir sur la durée, hein, sur l'accompagnement de ces patients qui ont des parcours qui sont longs. Donc, tenir sur la durée, c'est aussi nourrir et enrichir toujours l'alliance thérapeutique.
ça permet voilà, hein, d'optimiser cette fameuse relation dans le soin. Cette éducation thérapeutique numérique, elle s'appuie hein, sur effectivement des compétences de développeurs, de développement informatique avec des contenus qui doivent être pensés vraiment pour des publics cibles. Le bénéfice, c'est de pouvoir mettre à disposition ces outils, les rendre accessibles, favoriser du coup l'autonomie des patients qui vont pouvoir aller les chercher à leur rythme, donc dans leur timing. Voilà. Et il me semble aussi que c'est un outil qui, quand il est conçu vraiment en équipe pluridisciplinaire et avec effectivement le monde des développeurs informatiques, des designers, on arrive à voir qu'après, on arrive à optimiser le temps des professionnels, des structures et des patients en ayant à disposition donc, tous ces contenus. Et ça permet finalement oui, d'avoir un gain dans le temps et dans la gestion des informations qu'on souhaite aussi partager en éducation thérapeutique. Alors, je vais du coup faire un petit focus, hein, c'est bien normal, sur la plateforme numérique Cardiogène qui, il faut que je vous le dise, existe vraiment. Elle est opérationnelle depuis, on va dire, une bonne année. Maintenant, en fait, elle devient multithématique puisque les professionnels de la filière s'en saisissent petit à petit, s'y intéressent et puis il faut qu'ils aient du temps aussi. Donc, ils prennent un peu le temps de ça. Et en fait, cette plateforme, elle a vraiment cet atout de pouvoir mutualiser toutes ces créations, de pouvoir mutualiser, partager des idées, des animations et donc de faire finalement un partage en cohérence avec voilà, ce qui se fait dans les bonnes pratiques. C'est aussi du coup aller vers des consensus d'experts en éducation thérapeutique, hein, puisque finalement, les contenus vont être partagés et donc ils vont être aussi critiqués et travaillés en commun. Il y a le phénomène d'une synergie hein, qui est intéressante puisque ça donne un peu de peps aux équipes aussi quand c'est des projets, notamment sur de l'innovation en santé, se mettent en place. Il me semble que ça répond bien, elle répond en tout cas aux problématiques du terrain et aux axes d'amélioration qu'il est possible d'entrevoir sur l'éducation thérapeutique présentielle. Donc, c'est vraiment une plateforme qui se veut aussi adaptée aux environnements particuliers sur certains centres et sur les territoires. Et puis, elle se veut aussi, bien entendu, être le cœur de contenus qui sont co-construits entre les professionnels de la filière, les associations patients et tous les développeurs et les ingénieurs qui eux-mêmes vont pouvoir digitaliser ces contenus. Alors, c'est encore des pratiques qui sont innovantes à évaluer. Ça, bien sûr que c'est important et je le concède bien entendu, mais ça permet de relever des défis qui sont de décloisonner parfois des pratiques. Ça, c'est intéressant. C'est, comme je vous disais encore, j'appuie sur ce point, mais une vraie l'idée d'une cohésion entre les intervenants justement, et qui travaille sur des zones géographiques éparpillées et qui permet donc d'avoir des contenus sur une seule et même plateforme. Ça permet d'optimiser hein, puisqu'on ouvre à des pratiques et des outils supplémentaires. Et finalement, on se rend compte que les équipes se rapprochent et qu'elles, en tout cas, quand elles s'y intéressent, elles prennent le temps, effectivement, de pouvoir se travailler ensemble. Voilà. Bon, on fait encore face à quelques difficultés. Hein. C'est que c'est vrai que la démarche de projet en IETP, ça prend du temps, que ça demande du temps et que malheureusement aujourd'hui, au niveau de notre système de santé, ça manque encore de valorisation en termes de budget, de financement et de coûts. Donc, c'est quelque chose qui est en pleine émergence, en plein essor, mais qui reste encore, bien sûr, à mûrir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.
Merci Anne-Cécile. Je pense qu'on va pouvoir prendre peut-être, poser toutes les questions qui sont dans le chat. Alors, si je me mets... Est-ce que nous, on a Oui. le droit de poser des questions en direct, Patricia? Alors, oui. Oui, aussi. Alors, Anne-Cécile, est-ce qu'on arrive à évaluer le nombre de recours à ces plateformes, qui vient les consulter et tout ça? Vous avez un système, parce que j'imagine qu'il y a des soignants qui y vont, mais c'est quand même aussi beaucoup des outils qui sont destinés aux patients. Vous avez mis en place une évaluation de ces plateformes, ou pour l'instant c'est ouvert et puis on va les évaluer plus tard? Parce que c'est toujours la même question, c'est est-ce que le patient s'y retrouve dans ce qu'on lui offre comme éducation thérapeutique sans présentiel, qui est quand même probablement assez proche de l'information, plus que de l'éducation, qui est quand même énormément basée sur l'échange, quoi. Mais... Alors, merci pour ta question, Fanny. Alors, je vois donc finalement deux réponses un peu distinctes, c'est-à-dire qu'on arrivera facilement à évaluer l'usage de l'activité, en fait, que ça soit du côté des professionnels de santé comme des usagers, sur l'activité, l'intérêt de cette plateforme, c'est-à-dire le nombre de connexions, ce qui a été particulièrement visualisé, ce qui a été finalement les questionnaires quand ils sont effectivement remplis, les quiz. Voilà, il y a cette évaluation, on va dire, de l'ordre de l'activité et de l'attrait à ce type d'activité. Et ensuite, l'autre question, c'est effectivement là, en termes peut-être plutôt qualitative, c'est-à-dire de ce que ces plateformes amènent en termes de bénéfices, en termes de bénéfices. Donc là, c'est des évaluations, en tout cas des questionnaires qui sont formulés par les équipes, toujours avec cet intérêt de savoir ce qu'en pensent les patients. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être plus au fil de l'eau et qui est en tout cas toujours travaillé par les équipes, de mettre à disposition des questionnaires d'évaluation, déjà, de la satisfaction d'un tel outil, et deux, finalement aussi de l'intérêt de ces éducations thérapeutiques qui se fait en téléconsultation. Voilà. Oui, je pense que, comme tu le dis, Anne-Cécile, on est vraiment au début de la prise en charge de cette plateforme qui est très riche et qui est en constante évolution et en construction permanente, en fait, parce que les programmes se construisent, se bâtissent au fil de l'eau, avec également l'interaction avec les associations de patients. Et on est demandeur aussi de faire relire les outils, les documents, les travailler avec des patients ou des aidants référents, comme les associations de patients. Donc, c'est vrai que ces documents, ils peuvent être éventuellement ensuite mutualisés avec d'autres centres. Je vois qu'il y avait une question, si la Guyane pourrait éventuellement être autorisée à traduire nos vidéos dans d'autres langues. Ça, éventuellement, c'est quelque chose qui est envisageable. Après, c'est sûr que c'est bien d'échanger avec les personnes quand même qui sont à la base de la création. En tout cas, sur Bordeaux, nous, on a beaucoup travaillé on a beaucoup parlé de la pédiatrie depuis tout à l'heure, mais on travaille beaucoup chez l'adulte sur les cardiomyopathies héréditaires et rares, ce soit les cardiomyopathies hypertrophiques, les cardiomyopathies dilatées, les non-compactions. Et on est en train de développer aussi tout en lien avec les associations de patients, des ateliers d'ETP et d'IETP pour la maladie de Fabry avec l'atteinte cardiaque et avec l'amylose cardiaque. Bien sûr, il y a déjà des programmes qui se développent à différents endroits, mais peut-être pas encore dans tous les centres. Je vois qu'il y a pas mal de messages de Rennes, Toulouse, il y a des choses qui se montrent, qui aimeraient bien voir se développer.
Et puis, ben, voilà, ça serait bien de pouvoir avoir un affichage pour les patients, de savoir qu'est-ce qui peut être réalisé en ETP. Justement, je voyais une question tout à l'heure d'un papa qui posait la question pour le coagut check. En effet, le coagut check, il y a des ateliers d'ETP qui sont développés dans certains centres. Et en effet, les aidants peuvent devenir être formés sur la compétence à réaliser ça, plutôt que ce soit forcément le médecin ou le soignant qui le réalise. Donc, il faut se renseigner auprès de chaque centre qui est proche de chez vous pour savoir ce qui est possible de faire en éducation thérapeutique, mais c'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup un peu partout, peut-être pas à la même vitesse, mais en tout cas, il y a des ressources qui peuvent être mutualisées. Il y a l'IETP, en effet, qui peut favoriser que même des patients qui sont à l'autre bout de la France, par exemple, puissent bénéficier d'ateliers d'ETP qui sont faits dans d'autres centres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et je dirais, ça, c'est le vrai bénéfice du IETP. C'est-à-dire que, comme globalement, je pense qu'on est tous prêts à partager, parce qu'on a tellement pris de temps pour faire des outils, des films, des choses, que seuls les patients de ce centre bénéficient de ça est un non-sens aujourd'hui quand on voit l'accessibilité par Internet à des choses non formalisées et faites probablement pas comme on pourrait le faire dans un programme structuré. C'est-à-dire que la structure dont on a parlé qui est imposée, eh ben, elle fait aussi des outils de qualité. Et c'est clair que Cardiogène a vraiment là une place à prendre pour qu'on diffuse et qu'on partage les choses et qu'on les traduise dans toutes les langues possibles, s'il y a des gens qui peuvent le faire, parce que ça ne sert à rien d'autre que d'aider les patients que de faire de l'éducation thérapeutique. Et puis aider aussi les nouveaux soignants qui veulent développer de l'ETP. Ils peuvent partir déjà avec une base déjà structurée, qui peuvent leur servir de trame, d'outils aussi pour animer. Après, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Il y a des choses qui vont leur plaire, d'autres qui vont moins leur correspondre. Il faut vraiment que quand on développe un conducteur d'atelier, on se sente à l'aise dedans, en fait. Il faut qu'il soit un peu adapté à notre façon de présenter les choses, qu'on le sente bien dans une certaine logique, finalement, une fluidité. Et après, on s'adapte forcément au groupe, aux patients qui sont en face de nous. Hein. C'est quelque chose qui est vivant. Tout n'est pas dans le marbre. On s'adapte en fonction de la situation, des questions qui sont posées. Une question qui est posée par l'un, l'autre va répondre. Et puis finalement, on va inverser un petit peu l'ordre de ce qu'on avait prévu. Mais au final, je pense que tout le monde y trouve son compte et puis ses réponses. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est effectivement de mutualiser le matériel, comme on l'a vu, comme ça peut être fait. Et on a vu, j'étais contente de voir qu'il y a effectivement le programme Origami sur lequel on a travaillé, qui est mutualisé dans pas mal d'endroits. Mais l'IETP, ça permettrait aussi de mutualiser les ressources humaines, c'est-à-dire qu'effectivement, si Patricia anime un atelier, finalement, c'est peut-être pas la peine que quelqu'un à l'autre bout de la France anime le même, et ça va permettre de soulager un petit peu les équipes sur ces approches-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable ou en tout cas vers lequel on pourra aller, quoi. Il faut qu'Anne-Cécile Granger organise tout ça, quoi. Voilà. Donc, il faut diffuser l'information de ce qui est existant, peut-être autant aux soignants qu'aux patients. Je ne sais pas par quel canal, mais... Alors, il y a déjà une expérience, mais vraiment toute récente, justement, qui va tout à fait dans votre sens, Agnès. Et pour tous, vous allez voir que finalement, les équipes sont dotées d'une super énergie et de plein d'idées. C'est que finalement, effectivement, des thématiques transversales sur les spécialités de la filière cardiogène, donc notamment la période de la transition. Et grâce à ces outils et à la volonté des équipes, et parce qu'elles sont bien sûr aussi, elles recueillent les besoins des familles, des patients, eh ben, on a réussi, enfin, les équipes ont réussi. C'est vrai que j'étais un peu aussi derrière pour donner le canevas et finalement la plateforme cardiogène a été le support, mais à faire effectivement conjointement un atelier qui a permis de réunir des patients
du coup de centres différents et animés par des professionnels experts, mais aussi de chaque centre. Et en fait, ça a permis de pouvoir trouver cette unité et de décloisonner un peu. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, et de finalement de discuter ensemble en réunissant des jeunes patients qui ne se seraient jamais vus sinon. Parce qu'ils n'étaient pas forcément sur des bassins géographiques proches, et des professionnels de santé qui finalement se sont rassemblés pour créer cette équipe inter-établissement. Donc ça arrive, ça émerge vraiment dans les mentalités. Et on a vu finalement, techniquement, une plateforme comme celle de Cardiogène a vraiment permis de pouvoir gérer voilà, cet espace en visio de bonne qualité avec des outils d'interactivité. Et donc, ça a effectivement commencé à voir le jour. Je pense que peut-être la filière pourrait proposer aussi à tous une formation, parce qu'animer un atelier, je pense que ce soit pour les soignants ou pour les patients experts, en présentiel, c'est une chose. L'animer en distanciel, ça demande une gymnastique qui n'est pas tout à fait la même. Et je pense que parfois, on ne se sent pas forcément confortable. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un Zoom si on veut que ce soit bien fait. Et peut-être ça serait bien de se sentir un peu plus à l'aise avec le maniement de ce type d'outils. Oui, c'est vrai qu'il y a des compétences bien particulières à développer. L'animation en interface numérique n'est pas la même qu'en présentiel. Arriver à capter les participants, à vraiment créer ce qu'on aime vraiment en éducation thérapeutique, ce sentiment de groupe. C'est vrai que ça puise beaucoup d'énergie. Et qu'il faut arriver à être soi-même, à maîtriser l'outil. Mais bon, la plateforme est quand même pensée pour faciliter les usages. Et il faut savoir que pour le coup, il y a toujours une équipe, on va dire SAV, de service après-vente, mais là, c'est pendant l'utilisation de back-off qui, de toute façon, permet de gérer les petits couacs parfois. Et c'est effectivement quand même on peut dire, une compétence, on va dire, supplémentaire quand même encore pour les professionnels de santé et tous ceux qui souhaitent intervenir à acquérir. Et il y a aussi effectivement ce petit bémol qui est quand même important à signifier, c'est que ça demande quand même aux usagers et aux personnes qui souhaitent bénéficier de ces séances d'avoir quand même du matériel et une bande passante. Enfin, il y a encore quand même bien sûr ces points un petit peu de vigilance à avoir. C'est pas encore totalement, tout n'est pas encore totalement fluide, mais tout le monde se met vraiment maintenant à développer, en tout cas, ces pratiques. C'est sûr que c'est pas parfait, hein. Il reste des contraintes, et puis c'est pas non plus, ça remplacera jamais le présentiel, et puis l'échange qu'on peut avoir en direct, hein, il faut le rappeler. Et puis c'est sûr que c'est des séances qui vont durer souvent moins longtemps parce qu'on tient moins l'échange, on ne fait pas de la même manière l'atelier finalement, et si c'est trop long, on finit par se perdre et perdre les équipes. Il y avait une question sur un lien possible sur des outils qui sont réalisés au niveau européen, peut-être pour avoir des outils d'ETP. Est-ce qu'il y a un lien entre la filière Cardiogène et l'ERN Guard Heart, qui est l'équivalent européen de la filière, pour pouvoir avoir des supports vidéo ou des documents dans d'autres langues? Est-ce qu'à votre connaissance, c'est possible? Alors, en tout cas, là, je me fais fort d'essayer de répondre à ta question, Patricia. Il y a effectivement des liens qui sont faits avec l'ERN. Pour l'instant, on n'a pas encore formalisé des outils, mais
aujourd'hui, tout ce qui est programme en éducation thérapeutique, notamment qui sont couplés à de la recherche, sont vraiment orientés sur la volonté de pouvoir être européen, d'avoir ces possibilités d'être traduit, d'être parfois même adapté sur des terminologies qui ne sont pas forcément les mêmes selon les cultures et les systèmes de soins. Voilà, c'est, à mon avis, une bonne voie à explorer, à continuer à développer, mais en tout cas, je ne vois pas de côté limitant sur la plateforme pour s'ouvrir vers des espaces encore plus larges. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des patients un petit peu dans chaque région qui se rapprochent des associations de patients, qui aident à faire le lien entre les programmes d'ETP locaux et puis les associations au niveau national. C'est quelque chose qui est enrichissant pour les équipes et puis pour tout le monde, hein. Ça nous permet aussi de revoir un petit peu ce qu'on fait, d'avoir un œil critique sur la façon de procéder. C'est important, hein, qu'il y ait vraiment un échange et qu'il y ait des patients ou des aidants qui s'investissent dans l'ETP et dans les associations de patients. Les associations de patients ont besoin aussi d'aide, je pense. Il y a certaines... Exactement, Patricia. Je pense que Clotilde l'a dit, il y a un rôle de pair à pair qui est extrêmement important dans les échanges, dans les ateliers. Et je pense que c'est vraiment co-construit. Et c'est vrai que c'est important que pour chaque équipe, il y ait, enfin, dans un monde idéal, un patient ou un aidant référent. Je tenais à dire aussi que c'est la journée des aidants aujourd'hui. Et donc, c'est important de le dire et de les remercier. Parce qu'ils sont très importants au quotidien, parce que l'ETP avec un patient souvent qui est très jeune ou très âgé, les aidants, souvent la famille, hein, sont vraiment cruciaux pour la prise en charge et puis pour bien comprendre. C'est vraiment très important. Clotilde, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit ? Déjà sur l'IETP, je pense qu'il faut aussi penser à toutes les maladies qui sont rares et je pense que c'est une grande chance aussi puisque voilà, quand il y a des maladies très rares comme ça, c'est pas forcément très facile de pouvoir se regrouper sur un centre de référence ou un centre de compétences. Enfin, voilà, c'est l'expérience que certains ont pu nous témoigner pendant la formation. Et puis oui, sur tout ce qui est la parole du parent ou du père aidant, c'est quelque chose qui nous parle. Enfin, moi, voilà, je suis maman et soignante, mais je suis maman et effectivement, quand on parle avec d'autres parents, peut-être qu'on n'a pas cette barrière aussi de se dire que c'est un médecin qui nous parle. Donc, des fois, on est un peu plus ouvert à pouvoir l'entendre, en fait. Donc, c'est hyper important. Quand on a fait la plateforme, le prototype de la plateforme, on avait fait une enquête de besoins vis-à-vis des familles. Et moi qui suis très présentielle, j'ai bien sûr adhéré à ce projet auquel j'ai postulé, mais je me disais qu'est-ce que ça va apporter en plus, on va dire, quand il y a quelque chose de solide déjà. Et il y a une maman, et je pense à ça, Clotilde, qui m'a dit, enfin pas qu'une maman d'ailleurs, plusieurs, parce qu'on a interrogé 60 personnes, qui disaient que bien que parfois il y a une froideur dans le Zoom et dans le fait qu'on est à distance, elle disait qu'il y avait des sujets qui clairement seraient abordés et qu'elle n'aurait jamais osé aborder, soit directement avec le médecin ou soit dans une séance de groupe, et qui concernait essentiellement les toxiques et toutes les conduites à risque en fait. Elle disait qu'elle avait remarqué que l'écran l'autorisait à se poser des questions que beaucoup de parents se posent, on va dire, qu'ils aient des enfants malades ou pas, et si on prend les adultes. Et j'avais trouvé ça intéressant que ça puisse aider à parler de sujets aussi, on va dire, sensibles. Et donc, il y a des vraies qualités à la forme I, quoi, de ça. Et je pense que le fait de voir ça dans les enquêtes, on s'était dit qu'il fallait qu'il y ait une proposition aussi sur ces thèmes-là, parce que, et en plus, on peut même poser la question sans être vu, et même sans être entendu par le chat et tout ça. Et donc, ça montre aussi ce monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants et nos adolescents vivent,
tout le monde peut parler avec tout le monde, mais comme c'est structuré dans une plateforme comme Cardiogène ou autre, eh bien, on a une sécurité, on va dire, d'information, parce que je crois aussi qu'il faut qu'on sensibilise nos patients au fait que l'information de qualité, on leur le doit, et c'est celle-là qu'ils doivent consulter et nous faire des retours s'ils ne trouvent pas sur ces plateformes ce qu'ils cherchent. Mais c'est clair qu'il y a des avantages à être à distance. C'est vrai que c'est mieux quand même que quand l'information elle vient de quelqu'un qui est spécialisé plutôt que d'une information à l'épuiser sur Internet sans avoir la certitude qu'elle soit très fiable. Après, il y a une question sur comment on s'inscrit pour la formation ETP parents experts. Je crois que C'est important aussi. Lisa avait mis une information dans le chat, mais peut-être Anne-Cécile peut la relayer. Alors oui, je veux bien. Donc, la formation parents experts, effectivement, il y a 2 sessions par an et là, depuis lundi, il y a l'ouverture, donc des inscriptions pour candidater. Alors là, la filière cardiogène a en première intention envoyé toutes les informations aux responsables et d'associations, des associations de patients qui, du coup, peuvent relayer auprès de leurs adhérents. Donc, en fait, il suffit de vous tourner vers l'association de patients qui vous concerne, donc vous, patients, famille. Alors après, si vous n'avez pas connaissance d'une association de patients, vous pouvez aller voir sur le site de Cardiogène où elles sont bien répertoriées, ou bien effectivement, Lisa, je pense, Lisa Lalouette avait mis son mail, ou moi-même, je peux vous mettre mon mail, vous pouvez effectivement nous faire parvenir, en tout cas votre souhait d'y participer. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre centre de référence ou de compétences, de votre unité, votre équipe de soins, pour leur parler du projet que vous aimeriez effectivement pouvoir bénéficier de cette formation. C'est une formation, comme le décrivait bien Clotilde, qui est majoritairement, comme on le fait là, en distanciel, mais qui a évolué aussi vers une journée quand même en présentiel pour se retrouver quand même ensemble, physiquement, hein, parce que quand même, là, il y a des choses qui s'échangent dans des moments conviviaux et en présence. Et c'est une formation qui est prise sur les samedis matins pour pouvoir s'accorder au mieux aux vies de famille. Il y a de mémoire 8 sessions de samedi matin de 9h à 13h et une journée en présentiel à Paris. Et tout est pris en charge par la filière cardiogène. Donc, les frais afférents de déplacement sont pris en charge par la filière. Donc, ça quand même optimise un petit peu l'accessibilité pour tous. Voilà. Donc, je vais… pour les parents experts et les patients experts, hein, c'est ça? Alors là, c'est quand même une formation qui se dirige vers les aidants, qui est orientée parents. Voilà, parents experts, aidants experts, mais pas pour le patient lui-même. Là, c'est vraiment spécifiquement dans ce concept-là et maladie rare. Mais quel est le circuit du coup pour les patients experts? Alors, le circuit pour les patients experts, c'est un circuit qui sera hors filière, qui sera plutôt tourné vers leur association et qui sera vraiment sur des initiatives autres. Là, c'est vraiment un choix, en tout cas, qui a été pris, depuis 3 ans maintenant. Cette formation a été mise en place et ça a permis de former maintenant 4 parents experts sur la filière, sur l'ensemble des thématiques. Anne-Cécile, juste pour compléter, effectivement, l'Alliance Maladies Rares propose des formations pour les patients experts, Patricia. Donc, effectivement, ils peuvent se rapprocher de leur association et qui peut les inscrire auprès de l'Alliance Maladies Rares. Il y a quelques sessions qui sont proposées. C'était passionnant, mais il est temps de conclure. Donc, j'ai la charge de la conclusion. Donc, je vous remercie toutes, parce qu'effectivement, finalement, il n'y a que des femmes. C'est peut-être un sujet qu'on aurait pu aborder aussi, pour la richesse des échanges et pour vos interventions. Toutes les sessions sont disponibles sur le site de la filière
Lisa donnera le lien dans le chat. Pour la prochaine session, donc le premier jeudi de novembre, étant pendant les vacances de la Toussaint. Donc, Lisa reviendra vers nous avec une date plus précise, soit mi-novembre, soit début décembre. Et nous aimerions aborder la place du patient atteint de pathologie cardiaque héréditaire ou rare dans les protocoles de recherche. Encore un sujet qui, je pense, passionnera tout le monde. Merci à tous et à très bientôt.